Content de nous retrouver ce soir, un petit groupe, mais avec la volonté de changer, d'apporter, comme vous m'aviez posé la question tout à l'heure, en espérant que d'autres occasions se présenteront à nous et nous aurons ainsi comme ça l'occasion de présenter d'autres sujets, d'être ensemble. De cet exposé de ce soir sur Hanouka, on aura deux aspects. Un aspect avec Anat Haskalovitch, sur la notion de la Hanouka par rapport à la Emouna, clé de la Emouna. Et mon exposé de ce soir sera plutôt les clés de la Géoula. Alors, en étudiant un petit peu, vous savez, le sujet de Hanouka, d'abord, c'est un émerveillement. Vous savez que le simple fait de regarder les bougies et de voir les lumières de les bougies, ceci purifie les yeux. De quoi s'agit-il? Il s'agit de cette idée que les yeux sont l'ouverture vers la Neshama. Et donc, combien de fois on peut avoir nos yeux, on peut avoir notre regard porté sur des choses qui n'ont pas d'effet, n'ont pas d'importance, et pour ne pas dire des choses négatives, la manière de se purifier, la manière d'éliminer, de nettoyer notre vision, c'est de regarder les nérotes de Hanouka. En soi, c'est une mitzvah. Et donc, je vous propose tout de suite de commencer par rapport à ce sujet que je vous propose ce soir. D'abord la fête, vous savez à quelle époque ça se situe? On est à peu près en moins 165 avant la destruction du Beth Amikdash à Chéni. C'est à cette époque-là, depuis plus de 3 ans déjà, l'occupation se fait par les armées grecques séleucides. Je ne sais pas s'il faut rentrer dans les détails, mais en tout cas, toute la région est infestée de Grecs et ils deviennent de plus en plus pressants. Alors c'est aussi une chose intéressante à savoir, c'est que vous savez qu'en fait il y a eu plusieurs étapes dans l'histoire de la conquête des Grecs par rapport à Israël. Et il y a une époque florissante. Il y a une époque où Alexandre le Grand, d'accord, les gens donner à leurs enfants le nom d'Alexandre, Alexander. Pourquoi? Mais parce qu'en reconnaissance vis-à-vis de cet empereur, de ce général. Et donc de ce fait, il y a toute une période florissante de nos relations entre la Grèce, de respect mutuel entre la Grèce et le judaïsme. C'est ce qui n'est pas fait pour nous étonner. Et puis, une autre époque, où les générations, les relations se désagrègent, et on est dans une situation, alors, de conflit. Et la puissance, c'est la Grèce, c'est pas nous. Et donc, de ce fait, il y a une telle influence, une telle assimilation. Vous savez comment ça commence? Les noms, on ne s'appelle plus Yaakov, Shimon et Israël, on s'appelle Jason, Alexander et d'autres noms grecs. Les habits, on s'habille à la grecque. Et puis, autre élément, vous voyez, pour que vous compreniez le contexte, on va souvent dans les salles de sport. Toute ressemblance avec les faits d'aujourd'hui serait fortuite. Je veux dire par là, dans les gladiateurs et dans les cirques, j'entends, d'accord? Et donc ça crée tout un climat où à chaque fois on est à la gvoule, on a la limite. Les gens, encore, ils ont le respect de dire on est encore près de la religion, appelons ça comme ça, mais au fur et à mesure, les choses se grignotent et nous perdons de nos valeurs, nous perdons de nos habitudes. Jusqu'où ceci sera possible? Alors, ce que j'ai eu l'occasion de dire hier soir, vendredi soir, au Beth Knesset, je vais vous le répéter, et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Il y a une histoire spécifique pour les femmes de ne pas travailler le soir au moment de l'allumage des bougies. C'est une mitzvah. Les femmes n'ont pas, Minhag Israël, n'ont pas besoin de travailler n'ont pas le droit de travailler pendant la période. Si ça vous intéresse, je suis allé voir ça, c'est dans le Shulchan Aruch Tav Resh Ayin, et si ça vous intéresse, le Mishnah Berurah rapporte l'enseignement suivant. Il nous dit, en fait, vous savez ce qui s'est passé, c'est Yehudit, qui était la fille du Kohen Gadol, Jonathan, de l'époque, et il y avait malheureusement cette pratique que lorsque c'est ainsi, c'est écrit, c'est lorsque les jeunes femmes se mariaient, il y avait un droit de cuissage, c'est-à-dire ils devaient, comme or, la première nuit, passer avec le roi Telé ou le petit duc de la région. Et donc, c'est déjà une opprobre, je veux dire, pour une femme en tant que telle, mais en tant que juive, à plus forte raison. Et donc, dans ce contexte-là, Judith, mais d'autres femmes vont se révolter. Elles vont être les premières à porter le glaive contre l'armée, contre les Grecs. Alors maintenant, vous allez comprendre une chose intéressante.
Lorsque on dit que les femmes ont l'obligation de ne pas travailler pendant cette période-là, c'est comme je vous dis que le Shabbat, nous avons 39 travaux interdits, et de ce fait, de ces 39 travaux interdits, vous en déduisez qu'il y a la Gdusha qui va de pair. Eh bien, c'est exactement la même chose. Il y a une Gdusha de participer à l'allumage des bougies et de regarder l'allumage des bougies, en particulier pour les femmes. Maintenant, ce qui est spécifique aux femmes, c'est la qualité de bina, la bina. Qu'est-ce que la bina? On va traduire, c'est le fait de séparer la frin ben shne dvarim. Par exemple, ta'or vetamé, entre le pur et l'impur, entre le kadosh et le chol, entre le saint et le profane, entre Am Israël et les autres nations. Et ça pourquoi? Parce que les femmes, par essence, sont en contact avec la notion de Touma, de Tahara, et qu'elles pratiquent ça. Et donc, de ce fait, elles vivent la notion de Bina. Alors maintenant, qui sont les associés des femmes, des premières femmes qui vont se révolter contre ce droit de cuissage? D'autres personnes qui ont la même particularité, qui est de faire exactement les Kohanim, qui ont la particularité, eux aussi, de faire les Afrin ben Touma Vetahara. Un Kohen au Bet Amikdash a pour fonction de distinguer, de dire qui est Tamé, qui est Tahor, et ainsi de suite. Donc on comprend que les Kohanim, les Hashmonaïm sont des Kohanim, et ce sont les premiers dans cette notion de Bina, parce qu'ils participent, ils ont la même dimension de la Bina, ils vont dans cette affaire de révolte contre l'occupant grec. Voilà, ça c'est pour un premier élément, pour comprendre qui sont les acteurs, qui va participer à ça. Question. On sait tous que les Grecs ont fait la chose suivante, ils ont rendu impures les huiles au Beth Amikdash. Mais réfléchissez 5 minutes. Pourquoi ils n'ont pas détruit toutes les huiles? Si vous ne voulez plus qu'il y ait d'activité au Beth Amikdash, alors faites en sorte, vous me détruisez toutes les fioles d'huile et on n'en parle plus. Jusqu'au jour où ils arriveront à reconstituer les stocks, et ainsi de suite. Non, ils ont rendu impurs comment on appelle ça, les jarres d'huile. D'où un premier sujet, Bémet, de réflexion que j'ai eu, mais que je suis sûr que auquel vous allez participer, c'est le fait qu'il y a une dimension chez les Grecs de nous dire la chose suivante. Toutes les mitzvot que vous faites, qui sont cohérentes, qui ne font pas appel à la Emouna, on est partie prenante, on est avec vous. C'est-à-dire, vous voulez faire tzedaka, vous voulez honorer vos parents, vous voulez ainsi de suite, on est avec vous, on comprend. Mais des notions de Emouna, de mitzvot qui dépendent de la foi, ce n'est pas possible. Et les 3 exemples qu'on cite toujours, les interdictions qui étaient, la Brit Mila, le Shabbat et Rosh Chodesh. On en reviendra sur ces 3 sujets, mais en attendant, on a cette notion fondamentale. Il ne voulait pas nous détruire, il voulait nous intégrer, nous assimiler. Et c'est ça qu'il faut comprendre. De la part des Grecs, il n'y a pas cette volonté de nous détruire, de nous anéantir. Il y a la volonté, par contre, de retirer en nous le côté rattaché à Kadosh Baruch Hu. Vous êtes un peuple, vous avez des connaissances, vous avez une science, avec plaisir. Mais ne commencez pas à nous dire que vous avez une science qui vous rattache à Hachem et que vous êtes rattaché à Eloké Israël. Vous devez abandonner. Et c'est la raison pour laquelle ils ont mis des huiles impures, ils ont impurifié les huiles, et non pas détruit les huiles. C'est une première question. Maintenant, quant à la question de savoir, de retrouver cette fiole d'huile qui était nécessaire, parce que vous vous souvenez, tout le miracle, c'est de dire, ah, je vous donne 8 jours, le temps du miracle. Mais pourquoi avait-on besoin de ça? Parce que la fabrication de l'huile pure nécessitait 8 jours. Le temps de préparation de doucha et la préparation de l'huile en elle-même. Et donc, le fait d'avoir un miracle qui se porte sur 8 jours, ça nous donne la possibilité, ça leur donnait la possibilité de préparer de nouveau de l'huile et de réalimenter le Beth Amikdash et la Médora du Beth Amikdash. Ne vous trompez pas, quand on est au Beth Amikdash avec la Médora, c'est une Médora de 7 branches et pas de 8 branches comme aujourd'hui. Autre élément qu'on peut comprendre par rapport à la date. Le 25 qui se lève. Vous savez ce qui se passe? Cette date a déjà une histoire en soi. Lorsqu'on est à l'époque de l'inauguration du premier Mishkan, on est dans le désert, l'inauguration, le temple est déjà prêt, le 25 qui se lève. Et on n'utilisera pas cette date
Hachem ne donne pas son autorisation d'ouvrir le Mishkan jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. On est donc dans une situation où le 25 Kislev avait déjà une date prédisposée, mais qui reste de côté, qui n'est pas utilisée pour l'inauguration du Beth HaMikdash Harishon, pas non plus pour le Beth HaMikdash Hasheni, mais par contre, elle continue, elle garde. Et c'est au moment de la Hanouka Tamizbea, de Hanouka, on va l'utiliser. Maintenant, si on joue sur les mots, vous avez compris ce qui se passe. Hanouka, Kaf E, ils se sont reposés, le Kaf E, donc vous comprenez que les choses commencent à se mettre en place. Ce n'est pas simplement un phénomène d'en haut, c'est aussi un phénomène de calendrier, on voit que les choses correspondent, et donc à partir de là, la Hanouka Tamizbea est possible. Troisième élément que je voudrais apporter, n'oubliez pas que j'essaie d'expliquer le côté de l'assimilation qui est la demande des autorités grecques. Ils veulent qu'on s'assimile à leur affaire, qu'on devienne des Grecs, peut-être mieux que d'être des Grecs. Et l'exemple que je voudrais vous apporter, c'est sur les 3 mitzvot qui nous ont été demandés, ou les 3 interdictions par rapport à ces mitzvot, xérot sur ces 3 interdictions. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout d'abord de la notion de la Brit Mila, de la notion du Shabbat et la notion de Rosh Chodesh. Sur ces 3 mitzvot, les Grecs nous ont tenus, nous ont dit, vous ne pouvez plus les pratiquer. Alors maintenant, comprenez ce qui se passe. La Brit Mila, en fait, c'est une alliance qui se passe entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Maintenant, il s'avère que dans le Prinat HaHalacha, il y a quelque chose de bizarre, vous allez voir. C'est que quand l'Oalino d'une famille, il y a 2 enfants, on a fait la Brit Mila, et les 2 enfants sont décédés, le 3e enfant est Patour. Il est dispensé de la Brit Mila. Deuxième exemple. Shabbat, on sait tous que Shabbat c'est Shabbat. Alors maintenant, on sait tous que Pikuar Nefesh de Shabbat. C'est-à-dire, pour sauver la vie d'un homme, d'une femme, on a le droit de transgresser Shabbat pour sauver sa vie. Troisième exemple. Rosh Chodesh. Je vous parle toujours des 3 xérotes qui ont été prises par les Grecs. Rosh Chodesh, vous savez ce qui s'est passé? Si les Edim venaient au Beth HaMikdash, on les recevait. Mais maintenant, on est le 30 du mois. Les Edim ne sont pas arrivés. Qui décide? Le Beth Din décide par lui-même, sans les témoins. Donc on a une situation incroyable. Où par rapport à ces 3 mitzvot, les Juifs eux-mêmes, et vous allez comprendre d'où est le problème, ce n'est pas tant les Grecs, c'est les Mithyavnim, c'est-à-dire les Juifs hellénistes eux-mêmes qui abandonnent la Torah. Et ils disent à nous, les rabbins, aux Kohen de l'époque, ils leur disent la chose suivante. Vous, votre Torah, vous l'appliquez et vous l'adaptez en fonction de vos besoins. Quand vous n'avez plus envie de faire la Brit Mila, vous trouvez une formule pour ne pas faire la Brit Mila. Quand vous ne voulez pas faire Shabbat, vous trouvez Pekuar Nefesh de Shabbat. Quand vous pensez, vous me dites que le calendrier est tellement important et que c'est la lune et les témoins, vous avez la preuve que quand il n'y a pas de lune, pas de témoins, qu'est-ce qu'on fait? On fixe quand même. Donc on est dans une situation où le peuple juif en lui-même, les gens assimilés, se retournent vers les rabbinim de l'époque, les kohanim, et leur disent, votre Torah, elle est relative. Votre Torah n'a rien d'absolu, votre Torah, elle est négociable. Et donc les Chachamim de l'époque sont dans une situation très difficile. Comment démontrer au peuple qu'on est devant un absolu, la Torah, et que l'on doit le respecter? Et alors maintenant, vous allez avoir une réponse à une question peut-être que vous vous êtes posée. Vous savez que quand on allume, on va prendre un exemple. Si tout le peuple est tamé, impur, on a le droit d'utiliser de la shemen tamé, on a le droit d'utiliser de l'huile impure. Et ceci, c'est la même chose avec l'histoire de Pessah, le Korban Pessah. Si toute la génération est tamée, on n'a pas besoin de Pessah à Pessah Sheni, on est dispensé et on fait. Vous êtes d'accord? Eh bien, c'est exactement le même problème. Le Prinata Halacha, on avait le droit, on aurait eu le droit d'allumer la Hanoukia avec de l'huile impure et de dire, toute la génération est tamée, on est tous sortis de la guerre, on a le droit d'allumer. Et les Chachamim de l'époque n'ont pas accepté ce principe. Pourquoi? Pour ce que je vous ai dit tout de suite. Ils avaient le souci de montrer au peuple, la Torah est absolue. La Torah nous dit que, a priori, on doit allumer avec de l'huile pure, on va tout faire en sorte pour qu'on ait de l'huile pure. Ça va nous prendre 8 jours, et là, on attendra 8 jours pour commencer l'inauguration. D'où le miracle qui nous a aidé à tenir les 8 jours en question, mais de démontrer au peuple, ça suffit maintenant de faire des psharot, ça suffit maintenant de vous assimiler, vous devez vous ressaisir. Donc, encore un élément que j'essaye de vous démontrer,
le côté assimilation des hellénistes qui voulaient à tout prix devenir plus hellénistes que les propres Grecs eux-mêmes. Et donc on est dans une situation paradoxale, mais la vérité, quand je vous dis ça, j'ai l'impression de vous raconter notre histoire à nous. Parce qu'il y a combien de générations, il n'y a pas longtemps, combien les Juifs français, par exemple, voulaient devenir plus français que les Juifs eux-mêmes. Que les Français eux-mêmes. Que les Français eux-mêmes, pardon. Que les Français eux-mêmes. Et donc il y a toujours ce même souci en l'esprit des gens, de toujours de faire mieux par rapport à ça. Bon, Baruch Hashem, apparemment, nous n'avons plus ce souci-là, mais l'assimilation demeure, et l'assimilation de l'époque des Grecs était un élément fondamental et important. Et donc, on comprend là maintenant, on en est à un stade où on comprend que cette assimilation fait partie du tableau, fait partie de la situation, de la vie de tous les jours. Comment maintenant y lutter? Vous allez voir, donc je vous ai déjà expliqué de quelle manière les Chachamim ont lutté en montrant l'absolu, en montrant la vérité de la Torah. Maintenant, autre chose. Voyons ce que j'essaye de démontrer, qu'en fait, nous avons là, on est en train de mettre toutes les pièces de la Géoula, de les clés de la délivrance. Et pour cela, je voudrais peut-être commencer par un élément qui est au niveau des tfilotes. Vous savez qu'est-ce qu'il y a comme tfilotes qu'on récite au moment des fêtes de Hanouka? Deux tfilotes, j'ai retenu. La première, c'est Alanissim. Et si vous lisez Alanissim, Alapokan, Alekburot, Alatishuvot, Alemilhamot, on parle de quoi? De toutes les luttes, des combats militaires que l'on a combattus à cette époque, et de la fiole d'huile qu'apparemment on n'en parle pas. Je veux dire, ça passe inaperçu, c'est annexe. Et puis par ailleurs, on a la seconde chose, qui est la lecture du Hallel. Et la lecture du Hallel, maintenant, il faut comprendre le contexte, c'est dans la Gemara, le contexte pourquoi ça a été institué de lire le Hallel entier, en son entier, pendant toute la fête de Hanouka. Et voilà que, par rapport à la notion de Hanouka et du Hallel, le Hallel, vous savez ce que c'est? C'est un ensemble de psaumes que l'on lit, et le fait de lire entier, c'est-à-dire que c'est mouchlam, et on parle de la malchoute qui est mouchlemet. De quoi il s'agit? Eh bien, vous allez comprendre. On explique que lorsque l'on lit le Hallel en entier, en fait, il y a la dimension de la malchoute qui se développe. Qu'est-ce que ça veut dire la malchoute? C'est-à-dire la royauté divine. Il y a deux choses qui se rassemblent. D'un côté, le fait que le Knesset Israël, Am Israël, se rapproche de Kadosh Baruch Hu, et la seconde chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu se rapproche du Am Israël. Ce chibour, ce lien qui s'établit entre les deux, ça s'appelle la malchoute. Cette malchoute, malé, méléa, est possible à quel moment? Lorsque il y a ce rassemblement. Alors maintenant, vous allez comprendre pourquoi on parle de ça au moment de Hanouka. Au moment de Hanouka, parce que si on doit comparer par rapport à d'autres fêtes, vous allez voir ce qui se passe. Au moment de Pessah, on lit aussi le Hallel, mais on lit le Hallel le premier jour, Shalem, et après on lit le Hallel Katsar. Pourquoi? Apparemment, la malchoute n'est pas complète. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de Pessah? À Pessah, il y a eu l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Hachem nous a sauvés d'Égypte par chesed. Et l'intervention de l'être humain est nulle. C'est un bienfait d'Hachem de nous avoir sauvés. Et donc ça, c'est la dimension de Pessah. La dimension que l'on connaît, parce qu'on aura tout à l'heure l'occasion de le voir, la deuxième dimension que l'on connaît, c'est au moment de Purim. Au Purim, on voit que l'homme, l'être humain a agi, Hachem nous a aidés, mais ceci s'est passé en roule. Il n'y a pas de Hallel. Mais cela dit, il y a bien sûr ce chibour, ce lien qui s'est fait entre les deux. Et voilà qu'à la fête de Hanouka, on a voulu agir. Hachem nous a répondu par le Nes de Hanouka. On lit le Hallel, puisque nous sommes en Eretz Israël. Il y a une dimension de lien qui s'établit entre les deux. Le fait que l'homme prend son destinée en main avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu dans la dimension d'Hachem, et ceci fait que ça change tout, et ça crée les dimensions de la Géoula. Pour comprendre ce phénomène, j'aimerais vous expliquer que ces trois fêtes, qui sont, je répète, Pessah, Purim et Hanouka, sont trois dimensions de la Géoula. Alors vous pourriez me dire, mais attends, il y a trois dimensions de la Géoula, mais la Géoula n'est pas là. Alors c'est vrai, mais la Géoula, elle se fait par étapes. Étapes, c'est-à-dire être capable de sortir de cet exil,
je ne dis pas de passer à l'exil suivant, mais en tout cas d'être capable de continuer et à progresser dans notre relation vis-à-vis d'Hachem. Et c'est ce qui s'est passé à Pessah. Alors rien que pour votre information, qu'est-ce qui est symbolique au niveau alimentaire de Pessah, au moment de Pessah? Au niveau alimentaire, qu'est-ce qu'on mange de spécifique à Pessah? Qu'est-ce que vous avez dit? De la matzah? Non, du matzah. Matzah, c'est bien, ça suffit. Ok, enchaînons. Purim, qu'est-ce qui est spécifique au niveau alimentaire? Au niveau. Les quoi? Les oreilles d'amal. Ok, quoi encore? Le musté, quoi encore? Non, le yaïn, voilà, parce qu'il faut essayer d'agir sur les émotions qui vont nous parler. Sur le vin, sur le yaïn. Et qu'est-ce qui était spécifique au moment de la fête de Hanouka? Eh bien non, je parle de l'huile. L'huile. Et entre autres, vous avez un verset du chemin Israël qui dit Deganera tiroshra veitzarecha. Par ton vin, je te donnerai ton blé, ton vin et ton huile. On comprend que la bracha qu'Akadosh Baruch Hu, elle se fait à ces trois niveaux. Elle se fait donc par rapport à ces trois fêtes qui sont Pessah, Purim et Hanouka. Et donc ces trois dimensions-là, tout d'un coup, nous rapprochent d'Akadosh Baruch Hu et de la Géoula. Et donc, on a compris c'est pas l'étape finale, ça se saurait depuis 2000 ans. Mais par contre, ça nous rapproche, et la Chag Hanouka nous rapproche de cette étape de la Géoula. Et donc, continuons. Par rapport à ces étapes, où j'ai essayé de faire un descriptif par rapport aux autres fêtes, un autre élément que j'ai lu, que j'ai étudié, c'était l'histoire du feu. En fait, vous allez comprendre, il y a à différentes occasions dans l'année où la mitzvah se fait par le feu. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Je commence, parce que pour que ça soit plus simple. La fête de Pessah, il y a trois éléments qui se font par le feu. De quoi il s'agit? Il y a fait Tikat Hametz. La recherche du Hametz se fait à l'aide du feu. Et pas avouka, une bougie. Ouais. La deuxième chose le matin, c'est Bio Hametz, le fait de brûler le Hametz. Il y a fait, et le Korban Pessah. Alors on va prendre d'abord les deux premiers, qui sont les deux qui sont pour nous permettre, c'est pas que j'accomplis une mitzvah quand tu fais ça, mais c'est d'arriver à balire ou balimatse, afin de ne pas consommer de Hametz et pas de voir du Hametz. Donc, ceci me permet d'éliminer le Hametz et de ne pas, comme ça, arriver à la transgression du Hametz. C'est Pessah. Deuxième étape, deuxième type de fête où on utilise le feu. Quand? C'est vrai, j'ai pensé à ça, mais c'est pas de ça dont parle le livre. C'est vrai, moi je ne sais pas. Hanouka, on en parlera dans quelques minutes. C'est le taux, Hanouka, c'est vrai. Non, on utilise ça chaque semaine. Shabbat. Adlakat Nerot, des Shabbat. Ça devient déjà positif. C'est plus négatif, c'est afin d'éliminer, de ne pas accomplir, de manger du Hametz. C'est je fais ça parce que Shamor Vezachor, parce que je veux me souvenir du Shabbat. Donc, l'allumage des bougies, Erev Shabbat, l'utilisation du feu, me permet d'accomplir la mitzvah positive de Shamor Vezachor B'Dibur Echad. Il y a une troisième qui est spécifique à maintenant, qui est la Havdalah. La Havdalah qui est aussi, encore une fois, l'utilisation du feu. Il y a quatrième élément, comme on l'a dit tout à l'heure, le Korban Pessah. Le Korban Pessah, il fallait que la viande soit brûlée entièrement, grillée. Oui, et donc, on comprend que c'est une mitzvah déjà positive, c'est une mitzvah que ce n'est que sous cette forme-là que je peux consommer mon Korban. Et la quatrième fête du feu, mais qui prend une dimension tout à fait autre, parce que c'est Hanouka. Parce que regardez, quand je vous ai parlé d'allumer les bougies de Shabbat, ce n'est pas Shabbat en lui-même, c'est-à-dire c'est une représentation de j'accueille Shabbat. Mais quand j'allume les bougies, c'est uniquement la mitzvah de Hanouka. Je ne sais pas, vous voyez la différence? Hanouka, si je veux la définir, elle ne se définit que par l'allumage des bougies. Vous êtes d'accord? Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que le fait de regarder les bougies, c'était une purification au niveau de la réa, de la vision, donc de la neshama, et donc c'était un tikkun, une réparation par rapport à toutes les mauvaises choses qu'on aurait pu capter. On se libère de toutes ces mauvaises choses par le fait de regarder les Nerot de Hanouka. Je reviens aussi, le fait que le soir, au moment d'Alakat Nerot, les femmes ont l'obligation de ne pas travailler à ce moment-là. Donc, élément de Gdusha, en reconnaissance de la Messirut Nefesh qui était la leur, mais ça, je reviendrai déjà au sujet depuis le début, donc ce n'est pas la peine.
Et donc, on continue. Celles qui ne travaillent pas déjà aux autres moments. Pardon. Oui. Mais ça y est, c'est ça l'avantage. Parce que si on faisait Shabbat toute la semaine, on ne ressentirait pas le Shabbat. Par contre, dès le moment où vous commencez à travailler un temps soit peu la semaine, alors vous ressentez le plaisir du Shabbat. Et ça, je ne connais pas une personne qui est dans la situation où il vit Shabbat toute la semaine. Calvar Homer les femmes. Voilà, alors on continue. Qu'est-ce que le fait de la Géoula? J'ai essayé d'expliquer, vous voyez, les étapes de la Géoula, comment ça se passe, les mitzvot du feu. Autre Nekuda que je voudrais vous apporter, et puis, comme je vous l'ai dit, je voulais simplement ce soir faire un exposé d'une demi-heure, pour avoir le plaisir après d'écouter Anav, donc je terminerai sur ça. C'est la marloquette, Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel nous dit qu'il faut allumer le premier soir une bougie, 2 bougies le deuxième jour, et ainsi de suite. Malin Bakodesh, Velo Moridi. Bet Shammai nous dit, non, il faut allumer 8, 7, 6, 5, d'accord, en dégradé. La première réaction, quand on dit ça, c'est on se dit, ah ben, Bet Hillel et Bet Shammai, manifestement, ils ont la vision du miracle différente. Pour Bet Hillel, le miracle ne s'est pas produit le premier jour, le miracle s'est passé quand? Le 8e jour. Donc, attends, travaille. Et pour Bet Shammai... Ou le miracle augmente chaque jour. Ok, ou il progresse. Le fait que ça, voilà, progresse chaque jour. Ou Bet Shammai, il dit, non, c'est pas ça. Le miracle pour moi, c'est dès le premier jour qui s'est passé. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'allumer les 8 bougies. D'accord? À cela, j'ai lu un pérouche au nom du rabbi de Lubavitch, qui apporte un enseignement différent dans les marloquettes Bet Shammai, Bet Hillel. La marloquette est la suivante. Bet Hillel, il voit la Metzibout, il voit la réalité. Il dit que pour construire un monde, pour éclairer un monde, pour embellir ce monde, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait progressivement. Je dois allumer une première bougie, puis une deuxième bougie, et une troisième bougie, pour enfin espérer que le 8e jour, je sois en mesure d'allumer et d'éclairer l'ensemble de l'humanité. Vous savez que les Nérot de Hanouka, elles ont la capacité de nous éclairer, de nous accompagner toute l'année, et pas simplement les 8 jours en question. Si on a été un capteur, on a capté l'huile, on a capté la or qui se dégage de la Hanoukia, elle doit nous accompagner pendant les 8 jours de Hanouka et non pas simplement pendant les 8 jours seulement. Deuxième élément, et je terminerai sur ça, c'est Bet Shammai. Et qu'est-ce que veut Bet Shammai? Qu'est-ce qu'il veut Bet Shammai? Il dit, je vois le but. Le but, tu veux, c'est allumer 8 bougies. Alors, le but, c'est ton but, c'est le faire maintenant. Alors, allume tout de suite les 8 bougies. Qu'est-ce que tu attends progressivement? Je vais allumer une bougie chaque jour. Non, tu veux 8, allume 8 réellement dès maintenant. Mais vous avez compris la différence des deux, entre Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Shammai, il vit dans un monde de shlemut, dans un monde où il est parfait. Lorsqu'il pense à une chose, qui est de dire, ah oui, je veux arriver, mon but, c'est d'arriver à 8 bougies. Lorsqu'il arrive dans cette situation de vouloir allumer 8 bougies, alors, il est dans un monde où tout un mouchlam, c'est très possible d'y arriver. Pour Bet Hillel, qui est dans ce monde-ci, à Olam Hazé, il voit bien que ce n'est pas réalisable sous cette forme-là. Vous ne pouvez pas allumer, de dire à tout le monde, ça y est, la lumière est apparue, nous sommes tous frères, nous sommes tous rassemblés, j'exagère un peu, si vous ne construisez pas votre relation au fur et à mesure, jour après jour. Et c'est toute la différence entre Olam Hazé et Olam Haba, entre Bet Hillel et Bet Shammai. Et donc, allumons une bougie, puis après une autre bougie, allumons 8 bougies et en dégradé. Et donc, c'est toute la différence qu'il y a entre les deux. Mais cette approche-là, ça veut dire que, se situe, on dit que la Lavo, la halakha ira selon Bet Shammai et non pas selon Bet Hillel. Et pourquoi? Parce que la société sera arrivée à une situation de perfection où elle comprendra naturellement, je veux allumer, mon but, ma matara, c'est d'éclairer le monde, éclaire le monde. Tu es dans la possibilité. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes pas à ce point-là. Et c'est pour ça que nous allumons pour l'instant une bougie après une bougie. Et que le 8e soir de Hanouka, seulement le 8e soir, on est capable d'avoir toute la Hanoukia allumée. Je vous souhaite Chag Sameach, Hanouka Sameach, et je passe la parole tout de suite à Anna. 35 secondes, il reste. C'est vrai, 35 secondes, c'est bon.